Alors, donc, je suis sculptrice, comme je vous le disais tout à l'heure. Je travaille. Alors, je vais essayer pour les anglophones de parler lentement et distinctement, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident pour vous de ne pas comprendre du tout ce qu'on dit. Donc, je travaille la figure humaine et animale. Donc, je suis vraiment strictement ce qu'on appelle un sculpteur figuratif. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans le conceptuel. Je m'y intéresse beaucoup, il y a deux choses très très belles. Mais alors moi, je travaille depuis toujours le corps humain et particulièrement le portrait. Alors pour gagner ma vie, je travaille à la commande sur des sujets qui me sont souvent imposés. Voilà, par exemple, là vous avez par exemple un Charles de Gaulle, un Voltaire, Jaurès. On va voir si vous les reconnaissez. Ou alors encore ici, Hubert Reeves, Colette au milieu, et j'ai eu la grande joie de réaliser le buste de Charles de Foucault, j'en parlais tout à l'heure avec Alexis, Saint-Charles de Foucault qui aurait vraiment eu toute sa place aujourd'hui ici, dans une prise de parole, pour une métanoïa vraiment ultra radicale et tellement belle en fait. Voilà, peut-être l'année prochaine. Alors lorsque je choisis mon sujet, donc c'est parce que j'ai vraiment une belle relation intime avec eux, comme par exemple ici Rimbaud, j'adore Rimbaud, j'adore Albert Camus, Picasso, parce que c'est Picasso, voilà, même s'il est compliqué. Voilà, donc en tant que sculptrice portraitiste, je vais traiter ici le concept de métanoïa, compris et déployé dans une acceptation un peu marginale, celle de métamorphose, de transfiguration appliquée au processus créatif. Je voudrais d'abord vous rendre sensible à ce très beau mot français, transfiguration. Il est remarquable que ce soit le même terme qui serve à désigner une des plus belles expériences humaines et le mystère le plus intime du christianisme, religion qu'on résume parfois comme étant celle de l'incarnation. Le miracle de la transfiguration, c'est notre quotidien en tant qu'artiste. Dans un premier temps, c'est d'abord de la lumière qui métamorphose les réalités les plus ordinaires de notre monde quotidien. C'est ce miracle fugitif que nous, peintres ou sculpteurs, cherchons désespérément à saisir et à transposer. Donc, comme on le sait, métanoïa, en quelque sorte, a été popularisée par l'univers de la Bible. Cette Bible, où pour faire un clin d'œil à mon sujet, la question de la création est abordée dès le premier verset, avant de camper un homme qui naît du modelage de la glaise et auquel on doit jusqu'à son nom, Adam, Adama en hébreu. Donc, métanoïa qu'on pourrait traduire littéralement par perception globale, mais tout autant par surplomb des apparences, signifie en grec classique introspection et par extension regret, repentir. C'est ainsi qu'on trouve aussi parmi les acceptions de métanoïa non seulement la notion de conversion, mais aussi de métamorphose et de transfiguration. Donc la création d'une œuvre d'art, une métamorphose en soi. Je vais commencer par imaginer, et c'est le cas, que la matière brute, de la matière brute à l'œuvre achevée, une vraie métamorphose s'opère. Peut-on parler de métanoïa? Peut-être pas, mais en tout cas une vraie métamorphose. Donc pour illustrer mon propos, je vous ai fait un work in process. Donc au départ, on part d'un sac de terre qu'on va positionner donc progressivement jusqu'à commencer le travail. Et puis les dernières étapes, c'est donc l'œuvre qui est en train de s'élaborer jusqu'à arriver à l'œuvre finale, le portrait, là, en l'occurrence, de Pierre Loti. Donc de son passage de la matière brute et vulgaire en une forme structurée, équilibrée et harmonieuse, du pain de terre inerte à une finalité transfigurée en œuvre d'art, le portrait sculpté pourrait-il être une allégorie de la métanoïa? Pour moi, un portrait sculpté est un poème plastique, une biographie écrite dans la glaise. Je cherche à approcher la vraisemblance plus que la ressemblance du modèle, parce qu'il y a pour moi un gouffre entre ressemblance et vraisemblance. La ressemblance n'est que le fruit d'une réflexivité exiguë
qui va et vient entre le modèle et sa représentation, celle-là même que fige toujours le masque social. Le questionnement angoissant qui habite l'être humain déborde de la forme qui l'incarne. La vraisemblance démultiplie les possibles. Elle se niche dans la traversée des apparences, elle surpasse l'immédiateté de la vision. Il s'agit de percevoir, percer et voir. Il me faut envisager ce visage dans toutes les combinaisons de ses caractéristiques émotionnelles, alors que la ressemblance se limite à ce que nous voyons. La vraisemblance est le fruit d'un processus confronté d'abord à toute la complexité du modèle qui est soumis et répond à de multiples interrogations. Lors de mon travail, donc quand je travaille, c'est vraiment en termes d'interrogation, on veut dire. Donc passer ce long interrogatoire à de possibles réponses imprimées et surimprimées dans la glaise. Voilà, j'ai choisi ces 3 portraits-là parce que vous voyez bien, là c'est du travail, ce qu'on appelle à la boulette, c'est-à-dire on rajoute en permanence des boulettes de glaise et au bout d'un moment, dans un équilibre, à un moment donné, l'œuvre va se dégager. Voilà, il va y avoir un moment où vraiment le portrait va être là, mais c'est très brut comme façon de travailler. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je travaille, donc en surimpression. Et c'est dans l'addition de ces surimpressions que va se dégager enfin la substance, la véritable réalité du modèle, sa persona, au sens latin du terme, personare, qui signifie parler à travers. Le défi étant de rendre compte du visible fragile, subtil et fuyant qui affleure à la surface. Le modèle y gagne en potentialité, vivant d'une vie autre que la vie brute, celle d'une conscience épurée, illimitée par la permanence du présent qui, comme les songes, s'extrait et échappe aux lois inflexibles du temps. Alors, pour ce faire, il y a toute une succession d'hésitations, de changements, d'instabilité, de bascules, de travail entre symétrie, dissymétrie. Donc ça, c'est vraiment le travail du sculpteur à l'atelier. Il y a sur un portrait en particulier, comme une succession de chutes rattrapées qui provoquent toutes pardon. Là, du coup, je suis un peu perdue. Toutes les diverses expressions se succédant sur le visage du modèle. Parce qu'il y a en chacun de nous des profondeurs accessibles et d'autres insondables. La gageure pour le portraitiste est de capturer l'entre-deux de l'accessible et de l'insondable. Il s'agit de suspendre un battement de cils, d'inscrire le léger souffle d'un vide et d'un plein. Je me demande d'ailleurs si la création artistique ne se situe pas dans cet entre-deux, cet écart et la tension qu'il ouvre, la porte entr'ouverte sur un autre monde. En tout cas, j'en suis sûre pour ce qui est de mon domaine, la sculpture figurative, qui doit faire face toujours à un corps ou à un visage en action ou en réaction. Dans la mesure où la vie est régie par le mouvement et les tensions, qui maintiennent toutes choses dans un équilibre magnifiquement harmonieux, tout le secret d'une sculpture réussie, c'est précisément son inscription dans cet équilibre, le saisissement de l'instabilité apparente. Voilà, explorer, traverser, transgresser, dépasser sont autant de verbes qui caractérisent la dynamique de la création artistique dans sa volonté d'aller au-delà des frontières de la peau. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est sa peau, disait Paul Valéry. C'est sans doute encore plus vrai pour la peau d'un visage. Dans la mesure donc où toute œuvre d'art est une interrogation, la sculpture ouvre en continu de nouveaux champs d'exploration, de nouveaux espaces qui sans elle n'auraient pas existé. Ce qui paraît fini, limité, s'ouvre sur l'infini de nouvelles perspectives. Dès qu'un seuil est passé, un autre se présente qui en ouvrira encore d'autres. L'acte de créer se manifeste donc dans la plongée, les transitions, les dépassements.
Sans poser le moindre jugement de valeur par rapport au reste de notre discipline, ce processus est démultiplié lorsqu'il s'agit de travailler sur cette partie unique, cette partie surexposée qu'est le visage. Et c'est le lot particulièrement difficile des sculpteurs portraitistes. Ainsi que l'expose Balzac dans le chef-d'œuvre inconnu, toute figure est un monde, un portrait dont le modèle est apparu dans une vision sublime, teint de lumière, désigné par une voix intérieure. Ou encore, toujours Balzac, la forme est un protée, bien plus insaisissable et plus fertile en repli que le protée de la fable. Ce n'est qu'après de longs combats qu'on peut la contraindre à se montrer sous son véritable aspect. Si nous prenons le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, le terme portrait paraît au XIIIe siècle. C'est le participe passé du verbe portraire, du latin protraere, qui signifie littéralement tirer en avant. Notons que l'italien lui préfère le verbe ristretto, qui lui signifie tirer en arrière. Donc c'est très intéressant que ces deux termes, en apparence opposés, traduisent de fait une volonté identique de déplacer le sujet, de l'extraire, de le faire sortir de lui-même afin de repositionner une nouvelle version de lui-même dans un tout autre tissu du monde, par exemple celui de la toile, du musée, dans l'intimité d'un appartement inconnu, puisque ces portraits vont se retrouver complètement déplacés. En fait, c'est là aussi où il y a une métamorphose. Ce déplacement me paraissait vraiment très intéressant, cette nouvelle version de l'individu qui va vivre sa propre vie ailleurs, complètement différemment. Voilà, ou alors encore dans l'intimité d'un appartement ou à jamais élevé sur un socle dans un jardin public aussi, par exemple. On a ces statues qui sont élevées. Voilà. Donc dans la vie, comme dans mon travail, l'être humain me passionne. C'est pour cette raison que je travaille sur le portrait, vraiment. À son altérité, sa singularité, sa vérité. Et donc, celui qui en a pour moi très bien parlé, c'est bien sûr Lévinas, qui parle de ce portrait. Et il dit « Tout être est pour chacun aussi éloigné qu'il est présent ». Et je trouve que c'est très juste. Il dit encore « Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-delà ». Voilà, donc on a toujours cette ouverture, ce déplacement. En fait, quand on parle du visage, et en tant que portraitiste, je le ressens vraiment comme ça. C'est donc dans ce sens-là que j'inscris mon propos, métanoïa au sens de au-delà de nous. Il se rapporte à un mouvement de conversion ou de retournement de l'intérieur vers l'extérieur, opéré par l'ingestion de l'artiste. C'est-à-dire que quand moi je travaille sur un modèle, ce qui ressort de lui va passer par moi, vous voyez, je vais le digérer et il va ressortir. Donc il y a forcément une métamorphose, une métanoïa. Alors après, c'est sans doute moins fort que ce qu'on peut penser, mais vous voyez, c'est de ça dont je veux parler. C'est ces mouvements d'intérieur-extérieur, mais c'est valable pas seulement pour les gens qui travaillent sur le portrait, c'est valable pour tous les artistes en fait. Même un paysage subit forcément une métamorphose dans la mesure où il passe par l'œil, ce renversement du regard qui va passer par l'intérieur et revenir et venir s'inscrire dans un autre champ complètement différent qui va être donc offert à la vision de vous tous, enfin du public. Bon, voilà. On pourra en parler tout à l'heure, Alors, c'est donc, voilà, dans ce sens, il se rapporte à un mouvement, voilà, du regard par lequel le modèle s'ouvre à plus grand que lui-même. Alors, une très bonne illustration de ça, c'est peut-être aussi ce que j'ai constaté chez certains de mes modèles, et plus particulièrement chez les femmes. J'ai bien souvent noté un changement parfois très important au fil des séances de pose. Elles modifient complètement leur allure. Elles se maquillent, elles s'habillent complètement différemment. En fait, le travail du portrait a opéré quelque chose sur elles, vraiment. Parce qu'en fait, elles sont assises en face de moi. Alors, est-ce que je peux faire une relation
avec une séance d'analyse, je ne vais pas pousser jusque-là, mais je vous assure qu'il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Parce que le modèle, parfois, parle pendant des heures. En fait, il me dit plein de choses. Moi, je l'écoute sans répondre. Et c'est comme s'il y avait un transfert. Donc, on peut vraiment parler de transfert de quelque chose en lui qui va rester dans l'œuvre que j'ai réalisée. Il va pouvoir s'en libérer et repartir sur une autre vie. Voilà, c'est vrai, il y a vraiment des choses qui sont parfois très, très intéressantes. Voilà, donc j'aime beaucoup cette citation de Jean Cocteau. « Nous sommes habités par une ombre bien plus intelligente que nous. » Dans la psychologie de Jung, l'ombre joue un rôle capital. Elle représente les parties sombres, non reconnues de l'individu, au subconscient individuel sous-jacent à la persona. Donc, la persona chez Jung, donc l'ombre, c'est l'autre côté, l'autre visage de la première. Il n'y a pas de lumière sans ombre, pas de totalité psychique sans imperfection. Donc, seul le soi peut transcender le problème de l'ombre, appliqué à mon travail. C'est donc peut-être ce soi dont parle Jung que moi, je dois aller chercher dans les méandres de l'idiosyncrasie du personnage que je travaille. De manière plus générale, toutes les formes de création de l'imaginaire et l'écriture en fait partie. Il n'y a pas que la peinture, les écrivains, vous écrivez tous ici, explorent et déplient peut-être toutes les structures sous-jacentes du monde et peut-être vont-elles même jusqu'à se nourrir de cet abysse de l'irréprésentable qualifié par Jung de psychoïde. Voilà. Ce long combat entre l'artiste et le modèle opère une métamorphose aussi chez l'artiste. L'œuvre terminée a absorbé les souffrances, les obsessions, les doutes du sculpteur. Alors, on peut se poser la question, ce n'est pas moi qui le dis, ça a déjà été dit très souvent. Ces centaines de portraits que j'ai réalisés dans l'intimité de mon atelier sont-ils des autoportraits? Est-ce ça pourrait être mis en parallèle avec cette recherche d'individuation, si chère à Jung? Ou alors on pourrait alors poser comme acquis que ce processus créatif, de par les multiples procédés, est une forme de métanoïa aussi, en tout cas de métamorphose chez le sculpteur. En tout cas, ça l'aide à jeter hors de lui un certain nombre de choses quand il travaille sur ses pièces, de manière à pouvoir toujours se tenir debout. Parlant d'un autre sens de métanoïa, la sculpture, comme la peinture d'ailleurs, accorde une large place au repentir. Alors le repentir en art, ce sont les corrections qui sont apportées aux œuvres d'art. Donc ce sont donc des traces plus ou moins visibles, décidées par l'artiste pendant qu'il travaille, ou encore, et c'est là où c'est très intéressant, bien plus tard, quand l'œuvre a été achevée depuis très longtemps. Par exemple, Balthus, ce grand peintre Balthus, je ne sais pas si vous le connaissez, un peintre suisse, retouchait ses toiles 20 ans plus tard. Il les enlevait de chez ses clients, les ramenait à l'atelier et reprenait des détails. Oui, c'est ce qu'on appelle le repentir. Et donc, elles s'inscrivent donc comme des sortes de cicatrices. Elles ressurgissent, donc elles s'impriment et révèlent des stigmates, vous voyez, de caresses ou de blessures de la vie. Alors, un autre aspect, c'est le temps. L'artiste crée à partir de l'histoire vive de son temps. Il s'inscrit dans un temps le contemporain. Ainsi, une œuvre est toujours datée. Cependant, elle est elle-même soumise aux perceptions et aux lectures différentes au cours du temps. Par exemple, un Léonard de Vinci, d'ailleurs je vais vous montrer des illustrations tout à l'heure, est-ce qu'il a été lu de la même manière à l'époque où il a été créé que maintenant? Donc il y a aussi toute cette métamorphose qui peut s'opérer avec le temps. Voilà, cette déclinaison de l'œuvre à travers les siècles qui lui fait dire des choses différentes parce que les temps ont changé. Un élargissement de la grille de lecture autorise l'évolution de la pensée dans une sorte de 4e dimension temporelle. Le spectateur s'est arraché au contexte du temps de sa création ou au contraire, il a élaboré des outils, des méthodes, des théories, des disciplines. Je pense ici à la sociologie, à la psychanalyse.
Chaque œuvre parle de manière différente à une époque, même lorsque ce qu'elle dit paraît déplacé ou déclassé. Elle peut même devenir le symbole d'une cause au point de se vider totalement de son sens premier et de devenir iconique. Ça peut être aussi sa forme de métanoïa. Alors pour illustrer mon propos, je vous ai mis ces chefs-d'œuvre classiques qui ont été revisités par des artistes modernes. Alors est-ce que vous connaissez la Mona Lisa de Marcel Duchamp? Je laisse aux anglophones, à Alexis le soin de traduire le titre en anglais, enfin de donner la subtilité du titre mis par... c'est L-H-O-O-Q. Voilà. De Marcel Duchamp. Donc voilà, bon, c'est intéressant. Ensuite, on voit l'influence de la bande dessinée et de la publicité chez Roy Lichtenstein, donc c'est celle qui est au milieu. Est-ce que vous voyez ce qui a marqué dessus? Then I will just sit here and wait. Or smile, voilà, hein, c'est ça. Donc la troisième en dessous, rose, c'est une Mona Lisa Simpson. C'est Mona Simpson, je trouvais, c'est marrant que les Simpson l'aient reprise. Et puis l'autre, c'est celle de Banksy. Lui est un artiste qui, en fait, dénonce l'usage des armes à feu et la violence de la guerre. C'est quelqu'un qui est vraiment extrêmement connu pour son antimilitarisme. Donc, en fait, il a revisité notre Mona Lisa en l'armant d'un lance-roquette. Et il l'a appelée Mona Lisa Rocket. Voilà. Ensuite, on a, par exemple, le radeau de la... non, c'est la liberté guidant le peuple. Je trouvais intéressant l'œuvre de Pierre-Adrien Saulier qui revisite ses œuvres avec des Playmobil. Bon, une autre, c'est peut-être un peu moins, voilà. Beaucoup d'œuvres aussi. La période de confinement et le Covid-19 ont été pour beaucoup d'artistes une période pleine de temps et de réflexion. Et donc ça, c'est l'artiste espagnol José Manuel Ballester, qui en fait a fait toute une série d'œuvres comme ça qui s'appelle Cancelled Spaces, les espaces cachés. Et pour cette période de confinement de Covid-19, a repris le radeau de la Méduse avec, vous voyez, personne sur le radeau. Voilà. Bien, donc, André Malraux démontre que l'art unit les hommes d'époques différentes, qu'il permet de défier la réalité et le destin, et que c'est la métamorphose de notre regard sur les chefs-d'œuvre du passé qui contribue à les immortaliser dans notre musée imaginaire. Alors, André Malraux a vraiment, pour moi, magnifiquement parlé de l'art dans ces 3 volumes consacrés. Il écrit des choses vraiment très, très belles. Voilà, donc le temps sacré de l'atelier est différent du temps de la vie profane, ça c'est un autre aspect. La sculpture induit inévitablement un rapport spécifique au temps et à l'espace. L'espace de la création se situe donc en dehors du temps linéaire et permet à l'artiste de toucher du bout des doigts à l'éternité. Je n'irai pas jusqu'à dire à l'immortalité, mais il y a quelque chose comme ça. La création artistique libère aussi de la domination de la réalité et transcende les limites du quotidien, parfois trop étroit pour l'imagination des créateurs en général. Elle a un pouvoir intensificateur. Donc, je vais terminer par 3 citations. John Dewey, ce philosophe américain qui a beaucoup écrit aussi sur l'art comme expérience, donc dans son livre « L'art comme expérience », c'est une citation de John Dewey. L'œuvre d'art met en évidence et accentue cette qualité d'être un tout et d'appartenir au tout global de plus grande ampleur qui constitue l'univers dans lequel nous vivons. C'est ce qui explique, je crois, le sentiment d'intelligibilité et de clarté que nous inspire la présence d'un objet dont nous avons une expérience esthétique intense. C'est également ce qui explique le sentiment religieux qui l'accompagne, l'intensité de toute perception esthétique. Nous sommes, pour ainsi dire, introduits dans le monde au-delà du monde,
et qui n'en est pas moins la réalité plus profonde du monde vécu, de nos expériences ordinaires, nous sommes transportés au-delà de nous-mêmes et c'est là que nous nous découvrons. Les deux dernières citations sont celles d'André Malraux. Donc la première, on peut aimer que le sens du mot art soit tenté de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Et enfin, l'une des fonctions de l'art est d'apporter une réponse à l'interrogation que pose à l'homme sa part d'éternité. Voilà. J'ai fini.